Donc, on va parler d'autisme et de l'omni, qui sont deux sujets qui se recoupent. On va voir pourquoi. L'autisme, je vais compléter un peu ce qui a été dit cet après-midi, mais on a déjà eu une vue qui était assez complète. Et l'omni, c'est un instrument du même type dans sa structure et sa conception que celui qu'on vient de voir. Et pour des raisons probablement similaires, c'est un instrument qui le rend qui est extrêmement accessible aux personnes qui sont autistes dites de bas niveau ou autisme sévère, enfin les personnes autistes pour lesquelles c'est compliqué de parler et même c'est compliqué de bouger. Et donc ça en fait un outil que moi j'ai trouvé vraiment intéressant du point de vue scientifique, non pas comme un outil de thérapie, parce que je me positionne pas du tout dans une démarche thérapeutique, mais comme un outil de compréhension, parce que je pense qu'il va m'aider à voir des choses qui sont par ailleurs difficiles à mettre en évidence. En fait, il permet aux personnes autistes de manifester leur façon de penser d'une manière que moi, scientifique, je peux observer et mesurer, parce que c'est ça qu'on aime bien faire, c'est observer, mesurer, faire des comparaisons. Auparavant, on va faire un petit préambule. Je me suis dit que j'allais en profiter, que j'avais un public captif et on ne sait pas pour combien de temps parce qu'il y a de plus en plus d'événements qui sont annulés, pour hacker un tout petit peu mon intervention et parler de politique. Parce que en fait, ce qui est intéressant, donc Greta Thunberg, vous savez qu'elle est autiste, je suis pas complètement à côté du sujet. Et qu'elle a été nominée, je crois, parmi les Nobel de la paix, il me semble. Et donc, elle s'était adressée aux Nations Unies en leur disant comment est-ce que vous osez prétendre que vous faites attention, que nos problèmes vous concernent, que les problèmes qui affectent l'humanité vous concernent, et vous continuez à faire comme si de rien n'était. Et là, on est à peu près un an après. La situation s'est beaucoup dégradée depuis l'époque où on disait ça, et déjà à l'époque c'était assez alarmant. Et je me dis que nous, chercheurs, artistes, savants, médecins, on est dans une posture où on a une vraie capacité d'action pour modifier les choses. Alors on peut se sentir individuellement très démunis parce qu'effectivement moi je vais pas étudier le coronavirus, je connais pas, moi toute seule je peux rien faire, mais je pense que si nous, population qui avons des capacités de réflexion un peu poussées sur la manière de s'organiser, on réfléchit à comment adapter le monde dans lequel on vit au monde dans lequel on est clairement, ça y est, on a fait la transition vers le monde de demain. C'est ça. Il y aura pas de retour en arrière. Enfin, c'est pas ça. Ça peut avoir l'air un peu pessimiste ou un peu sombre de le dire comme ça, mais moi, je pense qu'au contraire, en étant lucide, on se donne les moyens que ça aille mieux. Le virus va pas disparaître, même s'il y a un vaccin, il va certainement pas tout résoudre. Et la misère que ça a occasionné, ça va pas reculer. Donc, on est déjà dans un monde de demain qui est un monde beaucoup plus difficile, beaucoup plus sombre que celui dans lequel Greta Thunberg, déjà, elle nous disait, attention, il y a des trucs à faire. Donc là, il faut vraiment faire des trucs. Toute seule, je sais pas quoi. Vous seule, j'imagine, vous savez pas quoi non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire appel à quelque chose qui a été cité d'ailleurs tout à l'heure, qui s'appelle l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est le sujet d'un groupe de travail auquel j'appartiens, qui est porté par l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un groupe de travail qui a été monté par un philosophe qui s'appelle Daniel Andler, qui est un des créateurs de l'école doctorale à laquelle que moi j'ai suivi. C'est même le premier enseignant que j'ai été voir et qui m'a dit mais oui bien sûr tu peux venir faire notre doctorat. Donc c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et je continue à travailler régulièrement avec lui. Il a fait tout ce groupe de travail sur comprendre comment nous savons, parce que je prends des termes un petit peu désuets mais je trouve que c'est mignon, comment nous savons on peut mobiliser l'état des recherches aujourd'hui pour les fournir à la population, au collectif, pour que le collectif puisse s'en emparer et transformer ce qui se passe. Parce que clairement, chaque individu est totalement dépassé et démuni. Donc à un moment donné, il faut s'en remettre à des forces qui sont plus vastes que nous. Et ce qui est plus vaste que nous, c'est le nous, justement. Et c'est des vraies questions de comment est-ce qu'on s'adresse au collectif. Et pourquoi je voulais parler du collectif dans le cadre de l'autisme, c'est que je pense que l'étude de l'autisme et la compréhension de l'autisme permettent de venir mobiliser dans la pensée collective des choses qui d'habitude restent un petit peu à l'état de sommeil. Donc l'idée,
c'est que en sortant de cette conférence, j'espère, certains d'entre vous, vous allez vous dire, ah tiens, et si je m'autorisais à penser autrement? De la même manière que les autistes pensent autrement, sauf qu'ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Mais nous, on a des choses qu'on s'interdit de faire, ou en tout cas, on ne s'autorise pas à les exploiter. Et ce que j'aimerais bien, c'est que tout ce topo que je vais vous faire vous permette, en sortant, de vous autoriser à penser différemment et de vous en remettre aux méthodes de travail qui permettent d'avancer sur le collectif. Alors, vous avez peut-être vu que j'ai fini de mettre en place mes diapositives là tout à l'heure sur le siège, et donc peut-être qu'il manque une petite transition ici, mais on va s'en sortir quand même. Donc l'idée, c'est de faire appel à l'intelligence collective, voilà. Mais c'est quoi l'intelligence? Parce qu'en fait, le propos de mon projet de recherche Mapping Autistic Cognitive Ability, c'est de décrire l'intelligence des personnes autistes. Mais pour ça, il faut d'abord définir ce que c'est que l'intelligence, et puis après, il faut définir ce que c'est que l'autisme, et on va voir, c'est vraiment pas si simple que ça. Donc, pour définir l'intelligence, j'ai mis S à intelligence, parce que pour l'instant, on ne sait pas définir une intelligence. Je me réfère très souvent à ce papier de 1964, donc qui était le discours d'ouverture du nouveau président de la American Psychological Association, qui est donc l'APA, qui est la référence en termes d'études de psychologie. Et il se trouve que ce président de 1964, Monsieur Quinn McNamara, était pas un psychologue, c'était pas un médecin, c'était un statisticien. Et je trouve que c'est très intéressant de dire que c'est un statisticien. C'est l'époque où statistiquement il y avait une réflexion très très poussée sur les méthodes d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire que d'observer ça? Qu'est-ce que ça veut dire de le mesurer de telle manière et pas de telle autre? Et ce monsieur, par quoi il démarre, à l'époque on avait un peu plus d'audace qu'aujourd'hui quand même, par quoi il démarre son adresse? Il dit on a perdu notre intelligence. Et pourquoi? Et après, dans son papier, il explique plusieurs choses que je trouve très intéressantes. Donc c'est un papier principalement de méthodologie statistique. En fait, il explique pourquoi, avec les méthodes qu'on utilisait à cette époque, en 64, il n'y avait pas moyen de mettre le doigt sur ce qui serait un facteur général d'intelligence. Et a priori, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je ne sais même pas si c'est quelque chose que, méthodologiquement, on peut s'autoriser à penser. Est-ce qu'on peut penser qu'on va mesurer l'intelligence? Non, on va mesurer certaines dimensions, on va mesurer certains facteurs, mais en aucun cas, on n'aura jamais accès à ce que c'est que l'intelligence, parce qu'en fait, on sait même pas le qualifier. Et ce qu'il dit là-dedans, il dit deux choses que je trouve extrêmement pertinentes, qui le sont toujours aujourd'hui. Il dit, oui, d'accord, on peut pas définir l'intelligence, mais la réalité, c'est que toute personne intelligente sait très bien ce que c'est que l'intelligence, c'est ce que l'autre en face n'a pas. Ça marche. On se rend bien compte que ça marche. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut se prétendre intelligent sait dire que quelqu'un ne l'est pas. Donc il y a quelque chose qui existe, qui est un phénomène qui est perceptible, à défaut qu'on puisse le décrire et le mesurer. Par ailleurs, il dit que statistiquement, toutes ces échelles qui mesurent des choses extrêmement différentes, elles corrèlent entre elles. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui sous-tend toutes ces fonctions, et qui évolue dans une seule direction. Donc c'est là où les statisticiens, franchement, des fois, ils peuvent nous aider beaucoup. Puis après, il nous dit un peu plus bas, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de définir l'intelligence, parce que définir, même on sait pas définir, puisque le mot même de définition lui-même a 12 définitions. Donc on va renoncer à essayer de définir l'intelligence, mais on peut quand même s'approcher sur qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour regarder ce que c'est que l'intelligence. Là, vous avez une belle courbe normale, la gaussienne, que nous on aime bien, que les statisticiens aiment bien. La plupart des phénomènes biologiques sont distribués suivant une courbe qui a à peu près cette tête, avec le gros des phénomènes qui sont au milieu de la courbe. Donc c'est la moyenne, c'est ce qu'on considère qui est normal, pas dans le sens moral de la normalité, c'est pas normatif, mais dans le sens habituel. C'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est les occurrences les plus fréquentes. Et puis, aux deux extrêmes, on a les occurrences les plus rares, dans le bas et dans le haut. Alors, ça pose un premier problème, c'est que en fait, ça implique l'idée de hiérarchie. Ça implique l'idée qu'on va créer des rangs avec des choses qui sont au-dessus et des choses qui sont en dessous, comme vous disiez très justement sur autisme de bas niveau et autisme de haut niveau. Et quand bien même la personne qui utilise ce mot-là, c'est pas forcément son intention que de créer une hiérarchie,
La réalité, c'est que les mots, ils ont ce pouvoir-là et que la notion de hiérarchie, ça y est, elle est entendue. Et une fois qu'elle est entendue, après, elle risque d'être actée. Donc, utiliser des échelles qui amènent à la production de ce type de courbe, forcément, amène à penser les individus de manière hiérarchique. Donc ça pose un premier souci. Ceci dit, ce qui est intéressant donc ça, c'est une courbe du QI, alors pas n'importe quel QI, la Weiss, donc l'échelle de Wechsler, qui est le test de QI le plus standardisé, le plus utilisé, qui est par ailleurs un test que moi je trouve très très intéressant pour plein de raisons. Il permet de mesurer plusieurs dimensions, on peut dire, de l'intelligence. Moi, mon interprétation du QI de Wechsler, c'est qu'en fait, c'est plus un test d'adéquation, d'adaptabilité à un environnement scolaire universitaire occidental, en gros. En soi, c'est déjà un outil hyper intéressant que d'avoir quelque chose qui nous permet de décrire et d'anticiper le niveau d'adaptation de quelqu'un à un environnement. Il y a des aspects dedans qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Il y a d'autres aspects qui sont extrêmement culturels. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs dimensions qui sont testées dans le QI de Wechsler. Et parmi ces dimensions, on peut tout à fait se retrouver au centre de la courbe pour certaines dimensions, tout en bas pour d'autres et tout en haut pour d'autres. Et dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un QI hétérogène, avec des choses où on est tout en haut, des choses où on est tout en bas et des choses où on est standard. Pour les personnes autistes, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont très très rarement au milieu. En fait, leur fonction cognitive, leur fonction mentale, leur capacité, par exemple, à faire la différence entre du blanc cassé et du beige très très clair, leur capacité à percevoir un son qui a un niveau très très bas, leur capacité à mémoriser la forme des réseaux de voies ferrées dans l'Europe de 1930, ça peut se traduire de plein de façons, mais ils ont des aptitudes qui sont à un niveau véritablement supérieur. Et ils ont d'autres aptitudes qui sont à un niveau véritablement inférieur. Par exemple, il y a certains apprentissages qui peuvent être très 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 lents. Il y a des fonctions qui sont sous-développées, il y a des fonctions qui sont surdéveloppées. Donc en fait, les personnes autistes, elles seraient plutôt suivant une courbe inversée, c'est-à-dire qu'elles seraient beaucoup dans le très faible, beaucoup dans le très supérieur et quasiment jamais dans la moyenne. Donc en fait, c'est des individus qui sont très 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 polarisés. Et je les trouve intéressants à étudier pour ça, parce que finalement, cette polarité-là nous amène, nous, scientifiques, à nous poser la question de qu'est-ce qu'une fonction, enfin, qu'est-ce qu'un cerveau normal. Il y a des choses qu'on prend pour évidentes, et quand on discute et qu'on étudie des personnes autistes, on se rend compte qu'il faut qu'on remette en question ce qui nous semblait évident, si on veut pouvoir les étudier correctement. Donc, on continue sur les différentes définitions d'intelligence. Celle que moi j'utilise, qui est la plus basique et qui n'a pas de jugement, justement, qui pose pas de rang, qui pose pas de hiérarchie entre les individus, c'est l'idée que c'est l'intelligence au sens compréhension, appréhension. Donc, ça ne dit pas que quelqu'un est plus ou moins intelligent, ça dit juste qu'il y a des appréhensions du monde qui sont pas les mêmes. Et donc mon hypothèse, c'est que on perçoit l'environnement, on perçoit un paquet de choses visuellement, enfin par tous les sens. On va traiter cette information-là. Cette information-là, donc ça c'est le cycle perception-action. Cette information-là va nous permettre d'agir sur notre environnement. La façon dont on agit sur l'environnement le modifie. On mesure cette modification qui nous donne des informations sur l'environnement, qui nous apporte des informations nouvelles, et ça tourne comme ça. Et donc, on est en interaction constante avec l'environnement, et c'est la qualité de cette interaction, la manière dont elle se déroule, les modalités suivant lesquelles elle se déroule, que moi j'appelle l'intelligence. Donc, c'est juste une façon d'être au monde. Et là, du coup, ça nous permet de sortir des comparaisons, ça nous permet de sortir des valeurs un petit peu normatives aussi, en disant, ben voilà, il y a telle et telle et telle façon. À côté de ça, il peut y avoir des manières d'être au monde qui, en soi, génèrent du handicap. Donc, il y a un lien entre l'intelligence et le handicap, mais on peut être extrêmement intelligent par certains aspects, dans le sens classique d'intelligence, et être aussi très, très, très handicapé. Donc,
le lien n'est pas, c'est pas une causalité immédiate. Et par ailleurs, dans les différents types de handicap qui sont liés à l'autisme, en tout cas cette façon d'être au monde très spécifique qui est celle de l'autisme, il y a des formes de handicap qui sont contextuelles, donc socialement construites. Il y a des choses qui pourraient ne pas être handicap si on décidait que ça n'en était pas un, collectivement. Et il y a des choses qui seront handicapantes quel que soit le contexte. Quelqu'un qui n'est pas en capacité de se nourrir sans se blesser, par exemple, avec la fourchette ou avec le couteau, à moins de vraiment préparer sa nourriture pour qu'il n'y ait jamais besoin d'utiliser un couteau, sera toujours en danger de se blesser, donc c'est un handicap. Voilà, ce sera plus difficile pour lui de se nourrir que pour quelqu'un d'autre. Tandis que quelqu'un qui est dans un environnement où, mettons, il est photosensible, à certaines fréquences lumineuses, certaines ampoules, notamment les néons, sont très très douloureuses pour lui. Mais en fait, il suffit qu'on change tous les néons pour d'autres types d'ampoules et le handicap a disparu. Donc, ce que je veux dire, c'est que le handicap des personnes autistes, il est également sur un spectre depuis le handicap natif, on va dire, quel que soit l'environnement, ce sera difficile, vers le handicap qui est une totale construction sociale. Les personnes autistes, oui, bien sûr. Vous avez pu intégrer l'intelligence portée par les sens. Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser cette porte d'entrée-là plutôt que d'utiliser les portes d'entrée un peu classiques qui sont l'intelligence cognitive, l'intelligence sociale, qui sont des concepts qu'on peut quand même travailler. J'aimerais bien, si c'est possible. Oui, parce que je travaille avec les gens qui ont monté ces concepts. Donc vous avez compris que c'est... Oui, c'est l'école que j'ai suivie. Hein. Avant de monter ce programme, j'étais dans une équipe qui faisait de la cognition sociale dans un labo un peu prestigieux et tout. Et en fait, ça m'a pas convaincue. Pourquoi est-ce que j'ai pris une autre voie? Moi, mon fils est autiste. Enfin, il allait très bien. J'ai découvert qu'il était autiste, mais c'est un autiste qui est content de vivre, tout va bien, quoi. Et je me suis rendu compte que tous les modèles qui étaient proposés par les gens de ma propre discipline s'appliquaient pas, ça collait pas. On va voir après plus tard ce qu'il y a. Il y a eu un moment de rupture en fait où j'ai perdu la foi dans les modèles classiques, on va dire, même s'ils sont très intéressants, même s'ils donnent lieu à des études hyper intéressantes. Enfin, les résultats des études. Moi, je suis une naturaliste. Hein, un résultat est un résultat. C'est la manière dont on l'interprète, c'est le modèle dans lequel on l'interprète qui va me poser problème ou pas. Donc, ce que je propose n'est pas en contradiction avec le reste. Moi, je me dis, en fait, tous les modèles qu'on a, c'est des modèles qui ont été construits un petit peu pièce par pièce. Enfin, il n'y a pas une réflexion c'est des choses qui se sont construites au fur et à mesure. Et peut-être que dans le cas de l'autisme, il est temps de repartir de la base. Et la base, pour moi, c'est que le cerveau, c'est une machine à traiter l'information. Et donc, je vais m'intéresser dans un premier temps à qu'est-ce qui rentre dans cette machine. Parce que la structure cérébrale des personnes autistes est telle que, en fait, il y a beaucoup plus de neurones qui sont traités à la perception sensorielle que de neurones qui sont dédiés au traitement intégratif de cette perception. Donc, en gros, une personne autiste est bombardée d'informations tout le temps. Donc, forcément, le temps de traiter cette information, ça prend plus de temps. Tous les gens qui travaillent avec des personnes autistes voient bien que c'est des temps. Les temps des personnes autistes sont différents. La façon dont le cerveau autiste, la substance blanche qui permet de structurer l'information neuronale dans le cerveau, le cerveau autiste acquiert sa substance blanche beaucoup plus tard. La maturation cérébrale est beaucoup plus tardive. Il y a beaucoup trop de neurones par rapport à un cerveau ordinaire, on va dire. Donc c'est des cerveaux qui ont une structure différente et qui du coup sont très très forts pour percevoir, mais sans forcément avoir la capacité d'interpréter ou de donner du sens ou d'en faire quelque chose. Donc c'est des grands récepteurs, si vous voulez. Et de fait,
du fait qu'ils perçoivent plus, du fait que là où, par exemple, moi je vois, je sais pas, je regarde tous les sièges, ils sont rouges, mais peut-être que pour une personne autiste, en fait, il va y avoir 18 nuances différentes qui sont telles que le mot rouge n'a plus de sens. Et donc, c'est des individus qui sont dans un environnement qui peut être tellement différent de l'environnement dans lequel moi je suis, que la communication va être très très difficile. On parle pas de la même chose, à supposer qu'ils parlent. Quand on décrit quelque chose, quand on communique au sujet de quelque chose, même on peut communiquer sans parler, bien sûr. En fait, je ne pourrai jamais avoir accès à ce que c'est que l'expérience de cette personne-là. Ça demande énormément d'humilité parce que et il faut que je comprenne que cette personne n'aura jamais accès à mon expérience. Donc la communication qu'on va avoir sera nécessairement extrêmement approximative. Et donc ça complique la relation. Et effectivement, l'autisme, c'est avant tout une difficulté relationnelle, mais qui, à mon avis, est en grande partie due au fait qu'on ne vit pas dans le même monde. C'est pas eux qui vivent dans une bulle. Enfin, pas plus eux que nous. C'est qu'on est dans des environnements qui sont pas les mêmes. Imaginez, il y a un article de philo des sciences très connu des années 70 qui s'appelle qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? What is it like to be a bat? On n'a aucune idée. On peut pas se représenter ce que c'est que de vivre dans un environnement qui est basé que sur l'écolocation. C'est parce que c'est une manière d'être, de réagir à l'environnement qui nous est pas accessible. Donc on n'a aucun moyen de se représenter ce que ça fait que d'être une chauve-souris. De la même manière, je pense qu'on n'a aucun moyen de se représenter ce que ça fait que d'être une personne autiste sévère. Parce que je pense que ceux qui sont en bas du spectre sont encore plus perceptifs. Alors ça c'est une hypothèse, j'en sais rien, mais il me semble qu'ils sont encore plus perceptifs que ceux qui sont au haut du spectre. Et donc c'est pas que c'est peut-être faire une erreur que de considérer que eux ils sont moins ou plus d'ailleurs. Enfin c'est probablement faire une erreur que de réfléchir en termes d'échelle et de position sur l'échelle, plutôt que de réfléchir en termes de on est sur des planètes différentes et moi je suis pas sur la planète de référence nécessairement. Ni lui, c'est que il faut être conscient de ce gouffre qui nous sépare et trouver des moyens de se retrouver un petit peu au milieu. Mais si on pousse un peu cette réflexion-là, on se dit ok, bon, entre moi et la personne autiste qui parle pas du tout, qui passe la moitié de sa journée à se balancer, ok, le gouffre, il est, je le vois, enfin, il est assez visible. Mais finalement, entre moi et vous, il y a aussi des différences de perception. Il y a peut-être des sons que j'entends que vous entendez pas. Il y a peut-être au contraire des sons que j'entends pas et que vous entendez. Enfin moi, ma bande de fréquences sonores, elle est pas. Enfin, j'ai été à beaucoup trop de concerts de hard rock et il y a beaucoup de choses que j'entends plus du tout. Donc il y a des infos qui me passent complètement au-dessus de la tête. J'y ai pas accès. Et donc, en n'ayant pas accès à des informations, je ne sais pas que cette information existe. Vous y avez accès, elle est évidente pour vous, cette information. Par exemple, il y a eu, je sais pas, un bruit de frein, n'importe quoi. Donc, vous réagissez à une information et vous comprenez pas pourquoi moi j'y réagis pas. Parce que vous savez pas que moi j'y ai pas eu accès. Comment on saurait? On peut pas vérifier tout le temps qu'on a accès à tout, tous la même chose. Donc, en réalité, en fait, si ça se trouve, il y a autant d'espace de gouffre entre vous et moi qu'entre moi et la personne autiste ultra déficitaire. On n'en sait rien. Parce que ce qu'on a, vous et moi, c'est qu'on a le langage, qui est une approximation, qui nous donne l'illusion qu'on vit dans un monde, qu'on vit dans le même univers. Mais c'est une illusion. C'est-à-dire, il faut vraiment être conscient que le langage, le même mot va décrire, enfin on le sait bien, le même mot peut décrire des choses très 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 différentes. Un mot aussi bête que fourchette va évoquer chez vous des notions ultra variées et des émotions différentes. Enfin, vous pouvez imaginer des moments familiaux hyper sympas, vous pouvez imaginer des films d'horreur. On peut, rien qu'un mot aussi bête que fourchette, ça couvre des palettes qui sont immenses. À aucun moment je peux prétendre avoir accès à cette palette pour vous. À supposer que j'entends le mot fourchette, parce que, encore une fois, trop de concerts, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que réfléchir à l'autisme, en fait, il y a un cas extrême. Moi, je vois l'autisme comme un cas extrême de l'humanité. Ça nous oblige à réfléchir à notre singularité aussi. Et que donc, si on se donne les moyens d'étudier l'autisme, non pas
comme une pathologie. On va parler de l'héritage de la neuropsychologie, qui est encore une fois, c'est ma formation initiale. Moi, j'ai fait mon doctorat sur les troubles des fonctions exécutives chez les patients traumatisés crâniens dans un gros hôpital de rééducation neurologique. Donc, je vois bien que la tradition scientifique dont je viens est une tradition qui regarde le déficit. C'est-à-dire enfin, c'est comme ça que Broca a commencé, c'est-à-dire qu'il a vu des gens qui parlaient pas, et une fois qu'ils sont morts, il a regardé leur cerveau, il a vu qu'il y avait un trou dans le cerveau à tel endroit, et il s'est dit bon ben le langage c'est probablement là où il y avait le trou. C'est la neuropsychologie, et c'est un héritage qu'on a conservé, qu'on n'a pas tant remis en question que ça. Donc quand on voit quelqu'un qui n'a pas quelque chose, on pense en termes de trou, on pense en termes de déficit, il y a quelque chose qui manque. Et on pense pas en termes de peut-être que ça fonctionne moins bien parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux ailleurs. On pense pas en termes de couplage de fonctions, on pense pas en termes de dynamique de fonction ou de cinétique de fonction. On continue à penser de manière très mécanique. S'il n'y a pas ça que j'ai moi, ça veut dire que c'est absent et ça veut dire qu'il y a un trou dans le cerveau et que donc il y a un déficit. Et donc on a une posture un petit peu comme ça de supériorité par rapport au sujet qu'on étudie. Et qui forcément oriente la manière dont on va étudier ce sujet-là. C'est-à-dire que si on considère que la personne est moindre dans ses capacités, dans ses actions, dans ses perceptions, on va pas chercher ce qui est en plus, forcément. Et pourtant, il y a un grand péché en science qui est de croire que l'absence de preuve, c'est la preuve de l'absence. Mais c'est pas, si on cherche pas, on trouve pas. Donc la proposition du projet de recherche MACA, c'est de chercher, d'aller voir s'il n'y a pas des choses qu'on a ratées, s'il n'y a pas des choses qu'on a sous-estimées ou sous-évaluées. Et pour ça, j'essaye de faire appel à une autre façon une autre définition de l'intelligence, parce que on a vu, il y en a plusieurs qui nous conviennent bien. Et par ailleurs, j'ai décidé de rendre un peu plus régulièrement hommage à mes maîtres à penser, parce que je suis arrivée à un moment de mon travail où c'est très pluridisciplinaire et je pense qu'il faut à un moment donné reconnaître d'où on vient. Donc ce monsieur-là qui est décédé il y a 3 ans s'appelait Kwang Nguyen Le et c'était un de mes maîtres à penser depuis que j'ai 16 ans. Il était compagnon tailleur de pierre. Et donc, en tant que compagnon tailleur de pierre, moi, j'ai passé du temps avec lui dans les carrières, à tailler, passer 4 heures et beaucoup de sueur à tailler 1 centimètre carré de cailloux, à faire tout très mal sans comprendre pourquoi je faisais tout très mal. Et s'il m'a appris une chose, c'est l'importance de l'outil. Parce que et que finalement, l'intelligence de l'artisan, elle est dans son outil. Dans la manière dont il choisit l'outil, dans la manière dont il prend soin de ses outils, dans la manière dont éventuellement il va créer des outils spécifiques pour une tâche spécifique, et que la véritable intelligence, à ses yeux, elle était là. Et je trouve que ça a beaucoup de sens pour le scientifique, pour le chercheur. Donc, du coup, et c'est là où c'est intéressant pour moi d'aller discuter chez des gens qui viennent pas de ma discipline, parce que moi j'ai beau tourner le dos un peu à la mienne, c'est pas pour autant que j'ai les codes des autres disciplines. Et je m'en rends compte parce que là, par exemple, donc je vous ai mis un outil en me disant on va l'utiliser pendant la conférence. Et je vois que personne n'a un ordinateur sur les genoux. Je peux vous dire que dans ma discipline, c'est l'inverse. Tout le monde aura un ordinateur sur les genoux. Et donc, je doute que vous puissiez utiliser cet outil-là. Mais en fait, ce que je voulais vous proposer, donc c'est un raté total, c'est ça, c'est d'écrire en même temps qu'on fait la conférence et en même temps qu'on discute et qu'il y a des questions-réponses entre nous. C'est que vous soyez 4-5 à écrire un texte qui décrit ce qui est en train de se passer. Donc de la production en temps réel. Et ça, les Framapat, ça permet d'écrire un texte à plusieurs et de le modifier. Tout le monde en même temps. C'est ultra efficace. C'est open source, donc approuvé par l'Institut du système complexe, qui tient beaucoup à ce que tous les logiciels soient sous licence libre. Et donc du coup, c'est raté. On va pas l'utiliser. Donc
autisme. Moi, les personnes autistes qui m'intéressent ici, dans ce dont on parle ce soir, et de manière générale, je trouve que c'est aussi ceux qui sont les plus intéressants, c'est les personnes autistes qui sont dites déficitaires. Ah oui, petite remarque, je ne dis pas avec trouble autistique, je dis pas avec TSA, parce que, alors pour plein de raisons, en fait, il y a eu tout un mouvement très important de personnes autistes qui décrivent ce qu'elles vivent et comment elles veulent qu'on s'adresse à elles et tout ça, et je trouve que c'est important de les écouter. Et toutes témoignent de la même chose, je parle des adultes, disent, en fait, je ne suis pas avec autisme. Dire d'une personne autiste qu'elle est avec autisme, finalement, c'est comme si on disait d'une personne homosexuelle qu'elle est avec homosexualité. On peut pas enlever l'homosexualité et avoir la même personne. Enfin, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une surcouche. C'est pas voilà. Ça fait partie, c'est sa structure cérébrale, c'est son fonctionnement. Elle est autiste. Après, il y a des choses qui vont être difficiles pour elle. Donc nous, notre job, c'est de l'aider et de la soutenir dans les choses qui sont difficiles. Comme je l'ai dit, il y a du fait d'être autiste, ça peut amener des handicaps spécifiques, notamment chez les autistes dits déficitaires. Il y a, alors très souvent, il y a des troubles du langage importants. Donc l'accès au langage oral va être absent ou très peu présent en tout cas. Il y a quasiment toujours des très gros troubles moteurs. Vous en avez parlé, les intervenants de cet après-midi, la motricité et plus l'autisme. Enfin, même chez les autistes de haut niveau, la motricité, ça peut être compliqué, mais l'intégration motrice, elle est toujours difficile et ça, c'est handicapant quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que si on peut pas avoir le minimum d'habileté pour être autonome dans sa vie quotidienne, là on est vraiment dans la définition du handicap. Eh ben, je suis très embêtée parce que je sais pas comment les appeler. Donc je dis un peu comme vous, je dis dit à bas niveau. Mais en même temps, ceux qui sont dits à bas niveau de fonctionnement, parce que j'ai ma double casquette de parent aussi, donc je discute avec des parents d'enfants qui sont très déficitaires. Ils sont véritablement à bas niveau parce que ça se mesure en temps de travail en plus pour les parents en fait. Le handicap de l'enfant, c'est du boulot en plus pour le parent. Et donc pour moi, la mesure, elle est très claire, c'est que si le parent il a dû laisser tomber tout et qu'il est consacré à 100% juste au fait que l'enfant puisse continuer à vivre d'un jour sur l'autre. Je parle même pas d'aller à l'école, ou trucs comme ça, soyons pas fous, parce qu'en France, c'est vrai, on a du boulot. Oui, on est à bas de niveau de fonctionnement en termes d'accès à l'autonomie, en fait. Mais ça veut pas dire à bas de niveau de fonctionnement cognitif. Et le problème, c'est que les catégories qu'on utilise sont basées sur les tests de QI. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire à bas niveau de fonctionnement, basiquement, quand la personne a un QI de moins de 70. Donc en fait, souvent, il y en a qui disent avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle pour faire la différence entre bas et haut niveau. Mais là non plus, c'est pas satisfaisant comme distinction. Avant, on disait Kanner versus autiste de haut niveau et ou Asperger. On dit plus ça d'abord parce que c'est des catégories qui officiellement n'existent plus depuis plus de 5 ans. Asperger, ça pose un problème d'utiliser le terme Asperger, quand bien même je suis, comme plein de gens, convaincus que c'est une catégorie à part. C'est-à-dire qu'autisme de haut niveau et Asperger sont deux choses différentes, parce que chez les Asperger, il y a un accès précoce au langage. Alors que chez les autistes de haut niveau, il y a un retard de langage. Enfin, pour moi, la distinction, elle est là. Il y a une fluidité dans le langage, il y a une fluidité dans l'apprentissage des langues chez les Asperger qu'on va pas retrouver chez les autistes de haut niveau. Mais on peut plus utiliser ce terme-là, parce que c'est plus une catégorie officielle, deux, parce qu'en plus l'année dernière, il y a cette historienne qui a démontré que Asperger avait quand même sérieusement collaboré avec le régime nazi. Donc bon, il serait temps de trouver une autre terminologie, mais j'ai pas de terme. Je suis très embêtée par ces termes-là. Je dis pas personne avec autisme, je dis personne autiste. Voilà. Ou quand je suis au milieu de personnes autistes, je dis autiste. Je dis ouais, t'es vraiment autiste, toi. Il rigole, mais mais sinon je dis personne autiste. Mais pour par exemple, on va voir une personne autiste dite de bas niveau avec qui je collabore. Elle se décrit comme des autistes déficitaires.
Parce qu'effectivement, il y a des aspects, alors qu'elle est adulte, il y a des pans de l'autonomie qui sont d'habitude accessibles aux personnes adultes, qui lui seront a priori pour toujours inaccessibles. Donc là, on est vraiment en termes d'est-ce que je peux vivre seule ou est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me permet de continuer ma vie. Bon, après, de ce point de vue, sans vouloir être basiquement féministe, je connais beaucoup d'hommes qui rentreraient dans la catégorie du manque d'autonomie. Donc, le concept d'autisme a beaucoup évolué. On est parti donc en 43, la première description par Kanner, qui décrivait des enfants effectivement très déficitaires. En parallèle, Asperger a sorti son papier en Allemagne à 3 mois d'écart, où lui il décrivait plutôt des enfants particuliers, mais avec une intelligence perceptible et impressionnante. C'est quand même resté, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant très longtemps dans le giron de la psychanalyse, toute cette affaire-là. Et donc, du coup, l'interprétation, l'étiologie qui était proposée était une étiologie de dynamique familiale, on va le dire pour dire gentiment, mais que oui, c'était la faute de la mère après. Ceci dit, c'est toujours la faute de la mère, non? Quoi qu'il se passe, a priori, la première coupable, c'est la mère, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais si on avait réussi à le démontrer, on avait la solution. Oui. Oui. Si on n'a pas réussi à mettre en place ce concept-là, ça veut bien dire qu'on s'est trompé d'hypothèse de départ. Je pense qu'on s'est trompé d'hypothèse de départ. En tant que mère d'enfant autiste, je n'adhère pas à la théorie de la mère réfrigérateur du tout. Mais de fait, pendant 30 ans, c'est resté dans le giron de la psychanalyse. Alors ça a posé un paquet de soucis, parce que du coup, dans les pratiques qui sont toujours en cours aujourd'hui, il y a un paquet de gens dont je n'apprécie pas du tout, qui n'ait pas été radié de l'ordre des médecins. Dans les pratiques, concrètement, ça va se traduire par le médecin, c'est des psychiatres, hein, repère que l'enfant est autiste. Lui, il le voit tout de suite. Il ne le dit pas aux parents, parce qu'il pense que en fait c'est la faute des parents, et que donc s'il le dit aux parents, il va perturber son intervention. Et ce qu'il va proposer, c'est de prendre en charge psychologiquement les parents, surtout la mère, en disant qu'il y a un problème de dynamique familiale. Il va pas prendre en charge l'enfant. L'enfant qui, de fait, va quand même avoir des troubles du comportement, parce que c'est ça être autiste, et troubles de comportement qui vont être pris en charge avec des médications qui sont pas forcément adaptées à l'enfant. Donc on se retrouve avec des gamins qui sont surmédicamentés, pour lesquels on fait aucune proposition de prise en charge éducative, enfin ils font que l'occupationnel. Des parents qui suivent une psychanalyse quand ils continuent à la suivre, en général les familles explosent dans ces cas-là. Tout ça, ça coûte une fortune à l'État, et on se retrouve avec des gens qui, à l'âge adulte, n'ont jamais été pris en charge et qui vont être dépendants jusqu'à la fin de leur vie. Et ça coûte très, 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 très cher. Alors que, à côté de ça, il y a des modèles où, avec une prise en charge précoce, déjà, c'est totalement illégal, ce que je viens de décrire, hein, même si c'est fréquent, c'est totalement illégal. Depuis la loi Kouchner, les parents ont le droit d'être informés d'un diagnostic qui est posé sur leur enfant. C'est un droit de base, quoi. Donc, c'est totalement illégal. Donc, rien que pour ça, ça suffirait à les radier de l'ordre des médecins. Et 2, c'est un gâchis phénoménal. Parce que, en se comportant comme ça, le pianiste qu'on a vu cet après-midi, il serait pas en train de gagner un grand prix. Il serait dans un hôpital psychiatrique sous camisole chimique. On se prive d'esprits qui sont véritablement intéressants, qui sont pas forcément toujours faciles à vivre, parce qu'effectivement c'est un handicap de la relation sociale, mais qui ont des choses à apporter. Il y avait une grande liste que faisait Denis là, tout à l'heure sur les autistes célèbres. Alors je suis étonnée parce que celui qui est le plus... Alors on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de diagnostiquer les gens, surtout post-mortem. C'est très mal. Mais si on le fait quand même, si on s'autorise ce droit, il y en a un qui a un cas d'école, c'est Glenn Gould. La manière dont il se tient, enfin le fait qu'il y a toutes les routines hyper envahissantes qu'il avait, porter les gants, la façon dont il mangeait, le fait qu'il pouvait pas s'empêcher de vocaliser pendant qu'il jouait, la manière dont il se balançait au piano, enfin c'est absolument un cas d'école. Donc qui sont pour l'instant, la définition elle vient de la communauté des autistes eux-mêmes, qui s'est mobilisée, qui s'est constituée depuis 15 ans à peu près. Donc il y a ce livre Neurotribes qui vient d'être traduit, Neurotribus,
qui parle de ça, de l'évolution du concept d'autisme, de comment, au fur et à mesure du temps, les populations autistes elles-mêmes se sont constituées en groupe grâce à Internet. Comme ça évite d'avoir à se parler dans la même pièce, très pratique. Mais Internet a été la communication via Internet est très autiste friendly parce qu'il peut y avoir un délai entre une phrase et une autre, c'est écrit, donc il y a quand même beaucoup moins d'ambiguïté, voilà, même si les emojis c'est un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est de voir qu'il y a un vrai grand parallèle entre l'évolution de l'évolution du concept d'autisme et l'évolution du concept d'homosexualité. C'est-à-dire que l'homosexualité a longtemps été dans le champ psychiatrique, avant d'en sortir dans les années 70. Il y a eu une revendication de ce qu'on est une variation, c'est pas anormal, on a le droit d'être accepté pour qui on est, etc. Avec des mouvements de fierté et parfois la revendication qui peut être un petit peu excessive, mais comme il y a un effet de balancier, c'est normal. Et il se passe exactement la même chose avec l'autisme, donc ça s'appelle le mouvement de la neurodiversité. Et donc c'est des personnes autistes qui disent mais nous on est une variation de ce qu'est l'être humain. On n'est pas une version déficitaire. Alors là encore, dans ce mouvement, il y a des gens avec qui on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a de tout, parce que la nuance ne fait pas forcément partie de l'appareillage de la pensée autiste. Et notamment, ce mouvement ne tient, à mon avis, pas assez compte des personnes autistes dites de bas niveau. C'est intéressant de voir qu'il y a une évolution du concept et de se rendre compte que les gens se l'approprient et commencent à parler d'eux-mêmes et à se décrire eux-mêmes et à faire des propositions sur qui ils sont. Moi, j'essaye d'inclure un maximum de personnes autistes dans mon équipe, suivant l'école de Laurent Mautron, qui est un chercheur. Je dis que j'allais rendre hommage à mes maîtres à penser. Laurent Mautron, c'est le premier chercheur. On va voir ce qu'il a fait, à avoir inclus des personnes autistes dans son équipe pour qu'elles puissent apporter un regard différent sur l'autisme, partant du principe qu'en fait, c'était pas un biais, c'était une perspective, et qu'il y avait besoin des deux perspectives pour faire de la bonne recherche, ce qui est très malin à mon avis. Et effectivement, moi j'ai plusieurs étudiants qui sont sur le spectre autistique. C'est officiel, hein, j'en parle, je les outerai pas si c'était pas officiel, mais qui vont faire des interviews. On les voit sur YouTube où ils disent qu'ils sont autistes, donc je pense que j'ai le droit de le dire aussi. Et c'est hyper intéressant. C'est une façon différente de travailler, mais c'est hyper intéressant. Alors les personnes autistes dites déficitaires, autisme dites canaire, voilà, etc. C'est compliqué ces termes. En fait, on les connaît véritablement pas. Des études sur l'autisme, il y en a des dizaines de milliers, je crois qu'on en est à 20 ou 30 000 par an. Et en fait, sur toutes ces études qui ont eu lieu, il y en a que 6% qui concernent les autistes dits déficitaires. C'est-à-dire que toutes les autres, 94% des études qu'on lit sur l'autisme, c'est que des autistes de haut niveau. Pourquoi ? Parce que c'est un problème d'outils. C'est que les études qu'on fait en neuropsychologie, en psycho-expé, on fait venir les gens au labo ou à l'hôpital. Il y a une salle parce qu'il faut que ça soit reproductible. Donc il va y avoir une salle d'expérimentation. Alors, en général, il y a un ordinateur. En général, c'est pas très friendly sur le plan sensoriel. Il faut traverser des couloirs avec des portes qui font du bruit, il y a des grosses lumières, enfin c'est la fac quoi, c'est les sous-sols de la fac. Et on s'assoit sur une chaise qui est pas très confortable. Il y a un étudiant, un postdoc qui donne des instructions verbales. Il faut faire ci, ça, à quelqu'un qui est déjà un petit peu sonné par le fait d'avoir dû sortir de chez lui. Les autistes n'aiment pas trop sortir de chez eux, d'aller dans un endroit nouveau, un environnement qu'ils maîtrisent pas, avec toujours un petit peu d'anxiété quand on va participer à une expérience scientifique, surtout quand l'expérience scientifique, on sent bien explicitement ou implicitement qu'elle vise à repérer ce que les autistes savent pas faire. Donc c'est pas les conditions les plus sympas possibles, quoi. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui a pas forcément été formé à l'autisme d'ailleurs, qui donne des instructions verbales assez rapides. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la personne qui fait le test, elle rate.
mais on s'est pas vraiment donné les moyens qu'elles réussissent. Ça c'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont très déficitaires, très handicapées, ne peuvent pas être testées dans ces conditions-là, aller dans un environnement nouveau, écouter des instructions verbales et réaliser des tâches sur un ordinateur, c'est juste impossible. On parle de gens qui ont des gros troubles moteurs et qui, pour la plupart d'entre eux, sont pas verbaux. Donc en fait, on les étudie pas. Et donc il y a très très peu d'études qui se portent sur ces gens-là. Et c'est un gros problème à mon avis. Les personnes autistes dites déficitaires, c'est plus de 40% de la population autiste. C'est ceux qui ont le plus besoin, clairement, de soutien en termes, si on veut qu'ils puissent développer un minimum d'autonomie, si on veut qu'ils puissent développer leur talent, parce que moi je fais partie des gens, enfin vous verrez, je suis pas la seule, qui pensent qu'ils ont des talents à développer, mais si on les étudie pas et qu'on n'est pas capable de décrire ce qu'ils sont capables de faire, c'est sûr qu'on va pas avancer très vite. Donc c'est des gens qui sont très très sous-étudiés, et encore une fois, pas parce que les scientifiques sont méchants, mais parce que c'est compliqué de les étudier, parce qu'on leur donne des instructions et ils comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est embêtant. Nous, on a l'habitude scientifique, on donne une instruction, que ça soit fait comme à l'école, quoi. Et l'autisme génère des préjugés et des réactions parfois très brutales de la part des gens. C'est des individus qui clivent énormément. Les personnes autistes, il y a ceux qui vont les adorer, il y a ceux qui les supportent pas, à peine ils rentrent dans la pièce, déjà tout de suite ils supportent pas, ça se voit, c'est épidermique. Et ça a été démontré. Il y a des études qui ont fait des tests sur photos, genre on vous montre une centaine de photos et vous dites juste sur la base de la photo, celui-là il est sympa, celui-là il est pas sympa, sympa, pas sympa, sympa, pas sympa. Bah, devinez quoi, les neurotypiques, les neurotypiques, les gens qui sont pas autistes, ils trouvent que les autistes sont pas sympas. Plus, c'est encore une fois juste sur la base de la photo, je trouve qu'ils sont moins sympas. Et donc forcément, pour établir une relation sociale derrière, ça va faire un petit obstacle, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la difficulté de la relation sociale des personnes autistes, elle est liée à des difficultés propres à l'autisme. Le fait de pas parler, déjà, ça aide pas, c'est sûr. Le fait d'avoir un ton, par exemple, comme le monsieur le pianiste qu'on a entendu tout à l'heure, un ton très monocorde, des choses très affirmées comme ça, c'est sûr, ça aide pas. Mais le handicap, il est des deux côtés. C'est-à-dire que les neurotypiques aussi, c'est compliqué pour eux d'aller vers les autistes. Il faut qu'ils dépassent une forme de refus, de rejet qui est très très spontanée. Donc c'est intéressant de voir ça. Et donc les préjugés, moi j'avais comme tous mes collègues un paquet d'idées sur ce que doit être une personne autiste et sur ce qu'elle peut pas être. Et du coup, quand je me suis rendu compte que mon propre fils cochait toutes les cases, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'une personne autiste justement de bas niveau. Qu'est-ce que c'est qu'on sait la version concentrée, quoi. Il se trouve que un collègue a une fille autiste de bas niveau, donc je vais lui rendre visite. Je voudrais passer du temps avec ta fille, ok. Et j'arrive et c'est une version vraiment une forme très très sévère. L'enfant ne parlera jamais. Enfin voilà. J'arrive et je vois la petite fille qui était en train de jouer sur un écran. En fait, c'était un écran tactile que son père avait bricolé pour elle. Et donc, elle regardait un dessin animé. Et en fait, elle avait accès à la barre de défilement du dessin animé. Et donc, elle regardait pas vraiment le dessin animé à mes yeux. En fait, elle jouait juste avec la barre. Elle remettait le dessin animé tout le temps au même endroit. Enfin voilà, ça avançait, elle remettait comme ça. Et donc, ne sachant pas trop quoi faire, je m'installe sur un siège à côté d'elle et je regarde ce qu'elle fait pendant, je sais pas, 20-30 minutes, quoi. Et à aucun moment, elle m'a capté. Enfin, croyais-je. En tout cas, elle n'a pas manifesté de réaction par rapport à ma présence, ni de rejet, ni d'acceptation, ni de rien du tout. Donc, je l'observe faire, je me laisse absorber un peu dans ce qu'elle fait. Et je sors de là avec un sentiment étrange. C'est une petite fille qui était supposée avoir un gros déficit intellectuel et j'avais le sentiment étrange qu'il y avait une structure dans la manière dont elle gérait la barre de défilement du dessin animé. C'est-à-dire que c'était pas au hasard. Première observation rapide, on avait l'impression que c'était complètement chaotique, mais au bout de 20-30 minutes à observer, moi j'avais vraiment un sentiment qu'il y avait une structure qui régissait son mouvement. Donc j'étais un peu perturbée, bon, voilà. Là-dessus, je me lève, je vais discuter avec la maman dans la cuisine, et
donc il y avait la petite sœur qui était là, on se sert un thé toutes les deux, on commence à discuter. Et déboule dans la cuisine, donc la maman, elle était près de la porte d'entrée de la cuisine, et moi j'étais de l'autre côté de la table, donc dans un petit coin de la cuisine. C'est important, le lieu. Déboule la petite fille autiste, elle fait le tour, elle contourne sa mère, elle fait le grand tour de la table, elle vient se planter devant moi. Donc, idée reçue numéro 1, les autistes cherchent pas à rentrer en communication. Clairement, je m'étais trompée. Enfin, il suffit qu'il y ait une exception à une règle pour que ce soit. Enfin, c'est la règle qui a tort, c'est pas le patient qui a tort de pas se conformer à la règle. Non. En neurosciences, on a tendance à penser que c'est le patient qui a tort. Elle vient se planter devant moi, elle me regarde dans les yeux, en plus. Elle est pas supposée me regarder dans les yeux, donc ça commençait à faire beaucoup. Elle me regarde dans les yeux et elle fait un signe avec sa main. Et parce qu'en fait, ses parents utilisent une méthode de communication par signe qui est très efficace une fois que, voilà, ça fait partie des outils. Il y a tout un paquet d'outils qu'on peut fournir aux parents plutôt que de mettre l'enfant sous des tonnes de médicaments en faisant une psychanalyse à la mère. On peut mobiliser tous ces outils et ça permet aux enfants d'apprendre à communiquer. Et c'est pas parce qu'ils sont non-verbaux qu'ils sont non-communicants. Ils peuvent exprimer un paquet de trucs grâce à tous ces outils. Et donc, elle me fait un signe. Donc, je m'y connais assez pour repérer qu'elle me fait un signe. Je connais pas assez les signes pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, je la regarde. Déjà, j'étais un peu sidérée, mine de rien. Donc, je la regarde avec des gros yeux. Elle a l'air certainement pas très malin. Et là, elle fait quelque chose qui m'a véritablement fait tomber toutes mes idées reçues. C'est qu'elle m'observe et elle refait le signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a compris que j'avais pas compris. Donc là, on a un gros souci. Parce que cette petite fille avec autisme sévère, elle n'est pas supposée avoir de théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à repérer que l'autre ne sait pas ce qu'on sait. Enfin, à repérer que l'autre a un champ de connaissances différent du sien propre. Donc là, j'étais vraiment scotchée. Mais c'est pas fini. C'est que elle avait beau faire le signe une deuxième fois, je le comprenais toujours pas. Puis je regardais la mère du coin de l'œil qui était pétée de rire et qui me laissait m'enfoncer lamentablement. Donc j'ai dit ok, bon, il faut que j'aille au bout de ce truc toute seule. Donc je lui fais un signe que je comprends pas. Et là, je la vois se concentrer, et elle fait poum. Elle est non verbale. Elle n'est pas supposée avoir recours au registre verbal quand elle voit que je comprends pas. Déjà, elle n'est pas supposée voir que je comprends pas. Elle n'est pas supposée, en étant déficiente intellectuelle, comprendre que si je comprends pas une modalité de communication, il faut qu'elle passe à une autre modalité de communication. Elle n'est pas supposée être capable de mobiliser les efforts pour accéder à une modalité de communication qui n'est pas la sienne, qui est celle du verbal. Et pourtant, elle a fait. Donc, en gros, elle a démontré que tout ce que je croyais sur l'autisme, au moins pour elle, c'était faux. Et encore une fois, il suffit que ce soit faux pour une personne pour que ça mette à mal le modèle. Alors, la fin de l'histoire, c'est qu'elle voulait du jus de pomme. Et donc, elle me faisait le signe jus de pomme, et c'est pour ça qu'elle a fait le mot pomme, que évidemment, j'ai pas compris, et que moi j'ai pris comme le fait qu'en fait, elle m'avait repéré, et que venir me demander quelque chose comme un enfant, comme n'importe quel enfant, il y a un adulte qui vient, qui est un peu bienveillant avec l'enfant, qui porte son attention sur l'enfant, et l'enfant, il vient le voir en disant « Oh, viens, tu veux pas m'attraper le bonbon qui est là-haut tiens, est-ce que tu veux jouer au ballon avec moi ?» Enfin, elle essaie d'interagir avec l'adulte, et elle a fait exactement ce que fait un enfant, à part qu'elle est autiste de bas niveau, et donc elle a fait avec ses outils à elle. Donc ça, pour moi, c'était une grande leçon, parce que ça voulait dire que tout ce que j'avais appris, j'avais un petit soupçon que ce que j'avais appris était peut-être pas si juste que ça, mais là, je me suis dit peut-être qu'il faut repenser les choses. Ce que je veux dire, c'est que nous, scientifiques, il faut qu'on fasse ce travail de se débarrasser de nos préjugés, ce qui est impossible parce qu'on est des êtres humains, et on peut pas être sans préjugés, mais on peut essayer de trouver des outils qui nous permettent de contourner nos biais et au moins d'en tenir compte. Les préjugés sur les autistes, j'arrive sur l'Omni, ça va venir. Ça, c'est une enquête qui a eu lieu auprès d'un groupe, je crois 300 ou 400 autistes adultes en France. On leur a demandé quels sont les préjugés auxquels ils avaient été le plus souvent confrontés, eux, et on parle d'autistes verbaux. Et c'est assez impressionnant. C'est qu'en même temps, il y a une attente qu'ils soient tous un peu abrutis. Vous voyez, 75% à qui on a dit que les autistes, c'est des choses qu'on leur a dites, en face, dans les yeux.
Et après, on se demande qui c'est qui a de la théorie de l'esprit ou pas, quoi. Je sais pas comment on peut dire en face à quelqu'un, ah oui, vous êtes tous des déficients intellectuels. Ça me paraît un peu étrange, mais bon. En tout cas, voilà tous les préjugés les plus fréquents auxquels ils ont été confrontés. Et il y en a un que je trouve vraiment intéressant, qui est tout le monde est un peu autiste. Alors, quand on travaille avec des personnes autistes ou qu'on fréquente des personnes autistes de près, c'est assez évident, non, tout le monde n'est pas un peu autiste, non, non, vraiment pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout autistes, il y a des gens qui sont très 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 autistes. Par contre, il y a quelque chose que moi j'appelle la zone grise, qui a un terme un peu plus technique, qui est le phénotype étendu, qui sont les gens qui ont des traits autistiques, mais pas suffisamment pour pouvoir qualifier de diagnostic d'autisme à proprement parler. Donc ça a été étudié, et puis bien là pour le coup, pas avec des petits échantillons dans les sous-sols de la fac, mais sur des grosses études sur Internet. Et c'est une réalité. Le fait qu'il y ait des traits autistiques dans cette population, donc qui est le phénotype étendu, et c'est quelque chose qu'on va trouver typiquement dans les familles de personnes autistes. Il y a au moins 1 ou 2 personnes avec un phénotype étendu. Et c'est intéressant, les traits autistiques. C'est intéressant parce qu'il y en a certains qui sont des qualités. Et il se trouve qu'il y a des métiers où il y a des niches de traits autistiques, et il se trouve que la recherche fait partie de ces niches. C'est-à-dire que les qualités qu'on repère chez les personnes autistes, par exemple, la capacité à systématiser, c'est-à-dire à repérer les patterns, à repérer les structures, à repérer les motifs, en fait, c'est une qualité qui n'est pas présente que chez les autistes. Il y a plein de gens qui sont pas autistes qui l'ont aussi, et c'est une qualité qui est requise dans le monde de la recherche. Il y a aussi des qualités perceptives qui sont requises dans le monde de l'art. Donc, on va aussi trouver beaucoup d'autistes chez les artistes. Donc ça, c'est des niches. La troisième grande niche, c'est la niche du jeu et du jeu vidéo. Donc, c'est les 3 grandes niches où on est sûr de croiser plein d'autisme et de gens qui ont des traits autistiques, parce que les qualités requises sont ce type de qualités. Alors, pourquoi c'est important d'en parler, vu que je m'adresse à une assemblée de gens qui sont soit dans le monde de la recherche, soit dans le monde des arts, soit les deux, parce que si on veut faire fonctionner l'intelligence collective dont je parlais un peu plus tôt, je pense que c'est intéressant d'aller chercher en soi quelles sont les qualités de type très autistique qu'on peut avoir, et de les valoriser à la manière dont certains autistes nous montrent qu'ils valorisent leurs propres qualités et leurs propres aptitudes, de façon à pouvoir apporter une autre manière de penser, de façon à pouvoir apporter des perspectives de solution à cette situation globale où on est, nous, humanité, là, qui, par ailleurs, aurait pas été envisagée par des gens qui ont des fonctionnements un petit peu plus au milieu de la gaussienne, quoi. Donc, je parlais du fait que l'intelligence des personnes autistes dites de bas niveau est sous-estimée. Et je parlais de Laurent Motron, qui est un de mes maîtres à penser également. Laurent Motron, il a fait quelque chose de vraiment très très malin. C'est qu'il a embauché une femme autiste, Michel Dawson, qui est la première auteure de ce papier, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'autisme, et notamment l'autisme de bas niveau. C'est un des premiers à avoir fait ça. Et Michel Dawson, elle s'est rendu compte que le test de QI qu'on utilisait pour mesurer l'intelligence des enfants autistes, c'était la VICE, en l'occurrence la WISC, la version pour les enfants, et que c'est complètement basé sur du verbal. Et elle a dit à Laurent Motron, elle a dit, mais c'est complètement idiot ce truc, comment est-ce qu'on peut mesurer des gens qui sont non-verbaux sur du verbal? Forcément, ce qu'on mesure, c'est pas juste. Et donc, ils ont fait une étude très carrée, très propre, qui fait toujours référence aujourd'hui, où ils ont utilisé une autre échelle de mesure de l'efficience intellectuelle, qui est l'échelle de Raven, qui est totalement non-verbale, qui est très intuitive, et qui est une échelle que par ailleurs j'aime beaucoup dans son histoire, parce qu'elle a été créée par, elle a été utilisée par l'armée anglaise, l'aviation, si mes souvenirs sont bons, pour repérer des très bons candidats, parce que des gens qui ont des très hauts scores à cette échelle sont effectivement c'est des machines à penser, quoi. Et pour repérer des très bons candidats, quelle que soit l'origine sociale, pour éviter d'avoir des discriminations culturelles, en fait, dans le repérage des bons candidats pour devenir aviateur. Et je trouve que c'est une jolie histoire, et ça marche aussi, comme vous pouvez voir, ça marche aussi pour les personnes autistes. Donc, les 3 scores-là
c'est les scores à la Weiss, et ça, c'est le score à la Raven. Donc, vous voyez que là, les enfants, ça c'est pour les enfants, là c'est les adultes. Les enfants autistes qui sont avec des QI très très bas, si on les mesure avec la Weiss, enfin la WISC en l'occurrence, si on les mesure avec la Raven, il y en a beaucoup qui reviennent dans la normale. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Après, la Raven, c'est pas si simple que ça à utiliser non plus parce qu'il faut manipuler des petites touches et tout. Mais en tout cas, tout à coup, il y a certains enfants qui ont récupéré 70 points de QI, en passant d'un test à l'autre, mine de rien. Alors que chez les sujets contrôle, c'est à peu près les mêmes scores. Donc chez les sujets contrôle, ceux qui sont verbaux, enfin qui n'ont pas de difficulté d'accès au verbal, qu'on utilise la Weiss, qu'on utilise la Raven, on tombe à peu près sur les mêmes résultats, oui. Pas grand-chose. Alors, quand je dis verbal, c'est aussi verbal dans les instructions. Mais a priori, c'est bon. Alors après, la symbolique et les autistes, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut tester, en fait. Il faudrait refaire la même chose que ça. Donc, je ne sais pas. La réponse est je sais pas, en fait, parce que je la connais pas, mais après, de toute façon, on a intérêt à utiliser des trucs non verbaux pour gérer l'intelligence, oui. De quoi? Bah là, oui, quand même, c'est une vieille étude. Sinon, on l'utilisait beaucoup chez les traumatisés crâniens, justement. Et les patients AVC, pour essayer de voir un petit peu le niveau qu'il y avait. Et chez les adultes, on se retrouve à peu près avec la même chose. Il y a un peu plus de variabilité, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on les mesure avec une échelle qui est totalement non verbale, la Raven, vous la connaissez, c'est des suites. En fait, vous avez 4 dessins. Il faut deviner le 5e et vous avez le choix entre plusieurs dessins en dessous. Et c'est hyper intuitif en fait. Et puis il y a une progression. Donc voilà. Donc d'une certaine manière, ça, ce que ça nous montre, c'est qu'il fallait une personne autiste pour repérer en fait une erreur méthodologique énorme. C'est-à-dire que toute la communauté scientifique avait été partie du principe que bah voilà, c'est comme ça. Les autistes déficitaires, bah ils sont déficients intellectuels. La preuve, c'est qu'ils ont des mauvais scores à la Weiss, qui est notre test de référence, donc il peut pas avoir tort, et que finalement c'était une erreur grossière. Et seule une personne autiste, donc avec une perspective interne, a été capable de dire, bah écoutez, si c'est moi qui devais faire ce test verbal, j'y arriverais pas. Donc évidemment que cet enfant-là, il n'y arrive pas non plus. Voilà. Il y a quelques grands chercheurs qui sont quand même penchés sur la question des talents. Donc il y a ce chercheur très connu qui s'appelle Simon Baron-Cohen, qui est une autre star de la recherche sur l'autisme, qui a lui aussi montré très tôt qu'il y avait des capacités chez les personnes autistes et pas uniquement chez les personnes autistes de haut niveau, qui sont démontrables, qui sont mesurables et démontrables. Donc en fait, moi je viens me positionner un peu sur des épaules de géants, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs très connus qui ont fait des papiers ponctuels qui démontrent des aptitudes tout à fait hors du commun, en plus des difficultés, évidemment, c'est un mélange des deux. Mais mon propos, c'est de dire, ok, ils ont fait ça, mais ça n'a pas été fait de manière systématique. Maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle suivante, et dire, il faut qu'on passe tout en revue, de manière la plus méthodique possible, et c'est d'où l'importance d'avoir des outils adaptés. Il y a celui-là aussi qui est intéressant parce que eux, ils viennent regarder des choses qui sont ce qu'ils appellent les pics perceptuels et les talents isolés, ce que notre chercheuse a appelé les îlots d'habileté. Et ils ont vu que là, dans cette étude-là, il y avait 62% des personnes autistes qui avaient des pics perceptuels contre 13% des personnes neurotypiques. Donc des pics perceptuels, c'est des aptitudes de perception sensorielle qui sont vraiment hors du commun. Donc par exemple, la capacité à discriminer des sons, à repérer des formes, des choses comme ça. Hop, dernier talent qu'on va passer en revue, l'hyperlexie. C'est qu'un talent très intéressant. L'hyperlexie, c'est l'aptitude à apprendre à lire rapidement, vite, et éventuellement sans aide adulte. On trouve de l'hyperlexie chez beaucoup d'enfants, mais on trouve plus d'hyperlexie chez les personnes autistes. Chez les personnes autistes dites de haut niveau, c'est extrêmement fréquent. Chez les personnes dites Asperger, c'est quasiment la règle.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi trouver de l'hyperlexie chez des enfants qui sont non-verbaux. Et ça, c'est un grand mystère. C'est comment est-ce qu'ils ont appris à lire. Et donc, ça, c'est un mystère qui est illustré. Alors, c'est juste le trailer, hein, donc ça va faire quoi, 1 minute 44, par une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Le nom de scène est Babouyek. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas, pour moi, ni pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffé à blanc, comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Boulons mal réglés, fait mutiki de nous. Est le plus fou. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste. Donc, il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu sais celles qu'on a en tête. On avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. 2 fois tes textes, tu les as entendus dits par des acteurs au théâtre. Quel effet ça fait? Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? En jouant avec chacun des espaces secrets de son condition de cerveau. On trouve en replay sur Arte. C'est un très bon documentaire et c'est elle qui se décrit comme étant très déficitaire. C'est le terme qu'elle utilise et effectivement en termes d'autonomie, pardon. Ah oui, pardon, oui, merci. En termes d'autonomie, il y a des choses qui sont difficiles d'accès pour elle, hein, ça c'est vrai. Et on est en train de monter un projet de recherche où ce que j'aimerais comprendre, et je peux pas le faire sans elle, donc c'est une collaboration, c'est pas une étude, c'est d'essayer de saisir comment elle a eu accès à la lecture. Parce que si on est capable de décrire le mécanisme, en fait, si on est capable de reconstituer le mécanisme, du coup, on peut essayer de le favoriser chez les autres enfants autistes non-verbaux, enfin non-neuraux. Et si on peut leur donner l'accès à l'écrit, sachant qu'ils ont cette facilité, puisqu'il y a de l'hyperlexie déjà de base chez toutes les personnes autistes, si on peut leur donner l'accès à l'écrit, trouver des méthodes qui leur permettent d'accéder à l'écrit plus facilement, la vie de tout le monde va être très profondément changée. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et typiquement, on peut pas le faire sans la perspective de la personne autiste elle-même. Donc, ah oui, je sais que les gens pensent ça. Moi, j'ai écrit directement avec elle. C'était un des premiers trucs que j'ai voulu tester. J'ai voulu tester un paquet de trucs, en fait. J'ai testé qu'elle avait la théorie de l'esprit. J'ai testé qu'elle était capable d'imitation. Enfin, sous couvert de discussion. Oui. Oui, c'est possible. C'est possible, et elle suit la conversation alors qu'elle a pas l'air. Elle a, à un moment donné, elle a fait référence à quelque chose que j'avais dit 3/4 d'heure plus tôt, et où j'avais l'impression qu'elle écoutait pas du tout, genre elle regardait les nuages et tout, et en fait ici elle était hyper attentive. Non, c'est. Mais après, c'est sûr qu'elles vivent ensemble, c'est un duo, hein, la mère et la fille, mais c'est elle qui écrit. Je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est bien elle qui écrit. J'ai pas de doute là-dessus. Et l'autre chercheur avec qui on a monté ce projet, qui est un philosophe, il est allé la rencontrer aussi. Et pareil, il avait la même question en tête, il a fait les mêmes tests, il est revenu en disant non, c'est elle qui écrit. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais bon, on revient à notre problème de départ, qui est que si on s'intéresse aux autistes dits sévères ou dits déficitaires, on a un souci, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils ont pas le langage oral, ils ont pour la plupart d'entre eux pas le langage écrit non plus, parce qu'ils n'ont pas appris à lire et écrire. Ils ont des troubles moteurs. Or, tous nos outils pour évaluer la cognition, c'est des outils qui sont basés soit sur la motricité, soit sur le langage. Ne serait-ce que parce qu'on donne des instructions, parce qu'il faut bouger des touches, tout ça. Donc en fait, aucun de nos outils est adapté. Donc ça, c'est un souci. On est bien d'accord. Donc comment on peut évaluer et quelle méthode est-ce qu'on peut utiliser pour accéder à des formes d'intelligence où c'est compliqué parce qu'en fait, comme on les a pas soi-même, on a du mal à les concevoir. Finalement, on se retrouve dans la posture de la personne qui va étudier l'intelligence animale parce que il y a des capacités cognitives que moi j'ai peut-être pas et qu'il faut que je devine de la part de quelqu'un qui va pas me les communiquer. Donc il faut avoir une posture vraiment d'observation avant tout. Et c'est là que intervient l'omni. Alors l'omni, oui, c'est voilà. Cet objet qui ressemble effectivement un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en version massive. C'est une espèce de piano rond d'ovni coloré. Donc il y a 108 touches qui sont connectées à des banques de sons. C'est la création de ce monsieur Patrice Moulet qui avant était dans un groupe qui s'appelait Alpes et dont c'est sur ma liste. Il paraît que c'est vraiment très bien. Voilà. Et donc c'est raccordé à un ordinateur, à des librairies de sons. Donc les 108 touches peuvent faire des infinités de sons différents suivant comment on le programme. Et évidemment, il va falloir que vous voyez à quoi ça ressemble. Il se trouve que quand on approche l'omni, quand on le touche, on comprend tout de suite comment ça marche. C'est immédiat. En 3 secondes, on a pigé le truc. Cette capacité d'un objet à être utilisable immédiatement, on appelle ça l'affordance. C'est-à-dire que l'affordance, par exemple, l'affordance d'une chaise, c'est que je peux m'asseoir dessus. L'affordance d'une fourchette, c'est que ça me permet de piquer la nourriture et de la porter à ma bouche. L'affordance, en fait, c'est l'ensemble des gestes et l'utilité de l'objet. L'affordance de l'omni est énorme, l'ergonomie est énorme, et donc du coup, en 3 secondes, on a pigé comment ça marche. Et ça le rend très 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 accessible aux gens qui sont polyhandicapés. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a des gros troubles moteurs, si on lui met une baguette dans la main, peut jouer de l'omni, peut faire de la musique. Et donc du coup, Patrice Moulet, il fait de nombreux ateliers avec des personnes polyhandicapées, et dont des autistes dits très déficitaires. Donc voilà, là, je vais arrêter de parler pendant 5 minutes.
Les musiciens et les pas musiciens d'ailleurs dans la pièce, est-ce que ce que vous avez entendu, c'est de la musique à votre avis? J'ai dit oui devant. Est-ce qu'il y a des noms? En tout cas, c'est quelque chose. On est d'accord que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui est construit avec des motifs qui se répètent. Quand je décris ça à certains collègues, ils me disent oui, mais comment tu peux être sûr que c'est pas dû au hasard? Donc en gros, comment? Parce que l'implication que quelqu'un qui est supposé avoir un QI de 30 et être quelqu'un qui est étiqueté autiste très déficitaire avec un QI de 30 mesuré avec la Weiss, avec la WISC, l'implication qu'il soit capable de produire un morceau qui dure plusieurs minutes, qui a une structure, qui a des motifs, qui a une répétition dans les motifs, avec des arborescences dans les motifs, l'implication de ça, c'est que c'est peut-être nos tests d'intelligence qui sont faux, parce que ça veut dire qu'il est capable de produire quelque chose de structuré. Produire quelque chose de structuré, pour nous, cognitivistes, quelqu'un qui a un QI de 30, on n'est pas capable. Donc ça veut dire que c'est soit nos méthodes d'évaluation du QI qui sont fausses, et du coup, si elles sont fausses, ça veut dire que ces enfants-là qu'on condamne à ne jamais, parce que quelle est la motivation de mobiliser des outils éducatifs pour quelqu'un qui sera jamais capable de produire quelque chose de structuré. Donc ça veut dire que peut-être on a tort de A à Z. Donc en fait, le fait que Patrice Moulet soit capable de les faire jouer sur cet instrument-là et qu'il soit capable de sortir des trucs aussi complexes et structurés que ça remet en question un sacré paquet de choses. En gros, comme la petite fille qui vient me voir et qui me fait le même signe 2 fois de suite et qui se rend compte que je comprends pas et qui fait l'effort de le dire verbalement. C'est qu'en fait, l'idée qu'on se fait de ces enfants-là est probablement fausse et que donc la manière dont on s'occupe d'eux n'est pas globalement encore parce qu'on est en France n'est pas appropriée. C'est-à-dire que certainement ils ont des aptitudes qu'on ne soupçonne pas. Et qu'il faudrait pouvoir mettre en évidence. Mais on peut pas parce qu'on n'a pas les outils pour. Déjà, on a notre héritage scientifique qui nous interdit de le penser, mais même si on dépasse l'héritage scientifique, c'est très compliqué de trouver les outils. Pour l'étude que vous avez montrée là de Laurent Mautron avec Michel Dawson sur la Ravenne, j'ai demandé concrètement, parce que j'ai essayé de reproduire ça avec des enfants très déficitaires, je me suis galérée, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça, parce qu'encore une fois, c'est des petites touches, il faut les manipuler, en fait, il a passé des mois et des mois avant d'obtenir ces résultats-là. Donc, ça veut dire que peut-être que l'OMNI, avec cette aptitude de l'OMNI à être utilisée tout de suite, même chez des gens qui sont véritablement très très empêchés sur le plan moteur, peut-être que c'est ça la solution qu'on cherche, c'est-à-dire que si n'importe qui peut arriver et jouer sur l'OMNI et produire de la musique, eh ben peut-être que finalement l'OMNI permet de mettre en évidence, de faire une démonstration d'aptitudes mentales qui sont inaccessibles par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on peut les nommer, ces aptitudes-là, mais on peut au moins démontrer qu'il y a quelque chose qui est capable de sophistication et de complexité. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette première étude, qui est vraiment une étude de faisabilité, parce que ça va être compliqué de faire des... Enfin, je me rends bien compte que là, je me lance dans un truc qui va être très très compliqué, parce qu'il faut... Pour étudier, c'est des enfants, c'est des données qui sont hyper sensibles. C'est des enfants qui sont, même quand ils sont adultes, ils restent sous tutelle. C'est des handicaps lourds. Pour avoir les autorisations de la part des comités d'éthique pour les étudier, en leur disant, écoutez, je vais prendre cet instrument un peu bizarre et démontrer que ces enfants-là sont intelligents. Le comité d'éthique, il va me dire, écoutez, déjà, au moins, prouvez-nous que c'est possible ce que vous proposez là. Donc ça, l'étude de faisabilité vise à montrer que c'est possible
elle visait à tester la possibilité d'utiliser l'OMNI comme outil de mesure, non pas comme outil éducatif, non pas comme outil thérapeutique, même pas comme outil artistique. Parce que la réalité, c'est que la portée artistique de la production, je suis contente pour eux, enfin je suis contente pour tout le monde, mais moi, scientifiquement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité qu'ils ont à produire quelque chose de sophistiqué, alors qu'ils sont pas supposés en être capables. Et comment est-ce que je peux l'objectiver de manière à ce que mes collègues scientifiques me disent pas, mais non, mais t'as pas la preuve, si ça se trouve, c'est dû au hasard. Il faut que je démontre qu'il y a une distance mathématique entre ce qu'ils ont produit et ce qui aurait été fait par hasard. Et donc pour ça, il faut que je puisse enregistrer les morceaux qu'ils ont faits. Alors comme c'est du MIDI, comme pour vous, on peut enregistrer, enfin on peut plus parce que l'OMNI est vieux, parce qu'il faut des sous pour le réparer. Tout ça derrière, il y a des questions de financement qui viennent vraiment bloquer des recherches qui par ailleurs pourraient, à mon avis, intéressantes. Mais voilà, et puis de toute façon, il faut trouver des sous aussi pour avoir des étudiants qui travaillent sur la question. Bref, là, on est en recherche. Je sais pas s'il y a des mécènes dans la pièce. Je vous dis, hein, on est en recherche de financement. Je sais qu'ils se font rares les mécènes partant de Covid, mais bon. Et donc là, ce qu'on a fait pendant une semaine, c'est qu'il y a eu donc des ateliers pendant une semaine sur l'OMNI avec des groupes d'enfants très handicapés, parmi lesquels on savait qu'il y en avait qui étaient des enfants autistes dits sévères. Nous, on le savait, on n'avait pas le droit de le noter parce que c'était pas validé par un comité d'éthique, mais ça nous a permis d'observer sur le terrain, de faire du terrain et d'observer ce que réellement ils produisaient. Et ce que nous, on a regardé, c'est combien de temps ils jouent, ces enfants-là. Combien de temps qu'est-ce qui se passe quand on observe concrètement qu'est-ce qui est produit au cours d'un atelier. Et donc j'ai mis une armée d'étudiants à faire de l'observation. Donc c'était ça un petit peu le modèle qu'on a utilisé. Donc il fallait qu'ils prennent des notes, il fallait qu'ils mesurent, qu'ils chronomètrent le temps que chaque enfant jouait sans être interrompu et sans qu'il y ait d'interaction. Parce qu'en fait, si on veut pouvoir faire une démonstration de l'existence de motifs dans la production musicale, il faut qu'il y ait un petit laps de temps quand même. C'est sur 30 secondes, on va pas montrer beaucoup de motifs et pas beaucoup de répétitions. Donc là, ce qu'on voulait, c'est voir spontanément, sans intervention de la part des chercheurs, les enfants ils jouent combien de temps et combien de temps sans être interrompus par les éduques. Et donc on a analysé le signal MIDI et donc on s'est retrouvé avec ça au bout d'une semaine. Et ça c'est très instructif à plein de niveaux. Pour nous, c'était pas forcément une très bonne nouvelle, mais c'est très instructif à plein de niveaux. C'est que sur 13 heures et 23 minutes et 40 secondes d'enregistrement au total, il y a eu en tout seulement 19 séquences qui ont duré plus de 5 minutes. Concrètement, c'était très difficile pour les adultes qui accompagnaient ces enfants-là de les laisser jouer. Vraiment. Ça se voyait, c'était la personne qui anime les ateliers devait les recadrer tout le temps. Non, mais laisse-le tranquille. Vous pouvez pas s'empêcher d'intervenir finalement il y avait une forme d'anxiété de performance de la part des accompagnants, de montrer que l'enfant peut jouer d'une certaine manière plutôt que de le laisser tranquille et jouer ce que lui il a envie de jouer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une intervention extérieure, on coupait le chrono et on redémarrait une nouvelle mesure. Donc, on a mesuré les moments où il joue sans intervention et sans interruption. Et les aidants ne pouvaient pas s'empêcher de venir, de prendre la main, toucher le bras, de guider le geste. Moi, ça m'a beaucoup interrogée de manière générale. C'est pas spécifique à l'autisme ou au handicap, je pense. C'est la manière dont adultes on conçoit l'apprentissage chez l'enfant. Sauf que là, ça se manifestait encore plus. Donc du coup, moi, dans mon projet de recherche, ça m'embête parce que moi, j'ai besoin d'avoir des segments de minimum 5 minutes parce que derrière, j'ai un mathématicien qui va faire de l'analyse du signal, qui va repérer les motifs. Donc les motifs, en MIDI, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un motif très basique
Voilà, un enregistrement MIDI. Hop. Vous voyez, là, je déroule, donc c'est le temps qui déroule. Et suivant la note qui a été touchée et suivant la fréquence, ça fait des points, en fait. Et donc, on peut repérer visuellement, on peut repérer des motifs comme ça. Ça permet d'objectiver la musique, si vous voulez, de la traduire en tableau Excel. Si on aime bien les tableaux Excel. Et ça, un mathématicien, il peut utiliser ces algorithmes pour extraire la régularité des motifs. Il peut utiliser un algorithme pour dire, ce motif, il va se répéter tous les temps, il va se répéter avec telle variation. Et donc, d'une certaine manière, il peut donner une estimation du niveau de complexité du morceau qui a été produit. Et donc, c'est ça qu'on voudrait faire. C'est ça qu'on voudrait faire, et pour l'instant, on en est là, à ce niveau de difficulté, qui est que dans un atelier classique, en fait, les données qu'on va pouvoir collecter, elles seront pas, voilà, sur 13 heures d'atelier, si on a seulement 19 séquences de 5 minutes, c'est vraiment pas assez. Il est lié à la capacité à produire quelque chose de complexe. Après, encore une fois, intelligence, quelle définition d'intelligence? Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une aptitude à la complexité qui nécessite que minimum, on ait une considération différente pour ces enfants-là. Parce que même dans les centres que je trouve les plus bienveillants et les plus avancés sur le plan des méthodes de prise en charge, c'est difficile de trouver des environnements où la possibilité d'une intelligence différente soit prise en considération. Même dans les endroits les plus bienveillants, je trouve. Et après, il y en a, des fois, il y en a justement qui font exception, encore heureux. Sinon, on n'aurait pas toutes ces infos-là. Mais moi, ce que je veux, c'est attirer l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup plus, certainement, sous le capot de ces enfants-là que ce qu'on soupçonne. Et pour ça, on a besoin d'outils atypiques. Et d'un outil qui soit aussi naturel que possible, parce que c'est des enfants ils sont, enfin, on peut pas les mettre dans un environnement artificiel qui est l'environnement classique du laboratoire. Ça marche pas. Ils sont trop perturbés par le truc. Là, tous les enfants qui sont venus faire les ateliers, la plupart d'entre eux, ils connaissaient déjà l'OMNI. Ils avaient déjà été familiarisés, ils avaient déjà fait plusieurs ateliers. Ça se voit quand ils arrivent dans la pièce, ils sont contents, ils se précipitent dessus. Il y aurait aussi beaucoup à faire avec l'OMNI sur l'aspect moteur. C'est ce qu'on disait sur la prise en main de l'instrument. C'est ce que moi j'ai observé, c'est que les enfants développaient une motricité plus sophistiquée quand ils jouent avec l'OMNI, que entre le moment où ils rentrent dans la pièce, ils sortent de la pièce. C'est comme s'ils devenaient plus habiles. Il y a du rythme aussi qui s'installe chez des enfants pour qui c'est supposé être compliqué, la rythmique, et là on voit le rythme qui s'installe assez facilement. Donc je pense que l'OMNI est un révélateur qui nous permet de montrer des aptitudes que par ailleurs on ne voit pas. Après c'est pas, encore une fois, c'est pas par méchanceté, c'est que c'est compliqué de supposer quelque chose qui est pas accessible à nos sens à nous, hein. Voilà, je vous avais demandé de m'interrompre au fur et à mesure, vous m'avez quasiment pas interrompu, ou alors je vous ai ignoré parce que je ne voyais pas. Je sais pas si je peux dire une chose, un témoignage extérieur sur l'OMNI, parce que c'est aussi un grand hasard de cette rencontre. Il se trouve que j'étais à la commission culture de la Fondation de France en 2011, quand le projet de Fractal a été proposé. Et donc je connais un peu l'autre côté, le côté financement, on va dire, mais aussi le côté du projet artistique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le projet Fractal, c'est qu'il est considéré comme un projet artistique à part entière, et traité comme tel par l'administration. Et donc le fait que des jeunes, en gros 15-20 ans, enfin les gens qui ont été impliqués dans le projet au début, après j'ai plus suivi par la suite, se soient trouvés impliqués là-dedans, que ces personnes soient autistes ou pas, n'avaient effectivement aucune, on rejoint la posture de Vincent tout à l'heure, n'avait aucune importance dans le projet. Et donc il faut rendre grâce à la Fondation de France d'avoir encouragé ça,
mais aussi à Philippe quand même, enfin le directeur du théâtre des Métallos, qui est vraiment dans le 11e arrondissement à Paris, qui met à la disposition d'une expérimentation pareille son théâtre, qu'il inscrit dans la programmation et qu'il a fait entrer, et avec la prise de risque que vous n'avez pas évoqué, Fabien, c'est cette histoire que le concert est programmé à un temps T. Et il y a des théâtres qui n'ont rien à voir avec le festival Aïssé-Béguy, dans lesquels on respecte l'horaire indiqué. Ça veut dire que les jeunes qui participent à cette aventure on leur demande d'être prêts à jouer en public à 20h à 20h30. Et ça, par rapport à un encadrement aussi, et par rapport à une disponibilité, un courage d'affronter à ce moment-là un public, ça a aussi été tout un travail considérable du théâtre, familiarisation avec les lieux, avec les personnes qu'ils allaient rencontrer, etc. C'est un autre aspect qui va plus peut-être intéresser les sciences sociales, parce qu'on change d'échelle, mais ça fait partie de ce que je découvre à travers votre propre recherche là-dessus, d'un projet global finalement. Et un projet qui mériterait d'être étudié peut-être dans sa globalité, et en tout cas qui a été pensé par, comment dire, par, je vais pas dire superposition, mais par le fait que plusieurs acteurs aient renoncé à une part de leur normativité pour accueillir ce projet. Et moi, je suis complètement enthousiaste de ce que vous cherchez là. Là, on est bloqué pour l'instant. On en avait parlé. Oui. Mais oui, je suis enthousiaste aussi. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire avec le nid, parce qu'il y a ce rapport au corps. Moi, je rêve de mettre des EEG sur la tête des joueurs et de voir s'il n'y a pas une synchronisation entre ce qu'ils jouent et leur fonctionnement cérébral, parce qu'il y a deux types de bibliothèques de sons. Il y a les sons qui ont un rythme propre et il y a les sons où c'est juste des sons. Et pour ceux qui ont un rythme, par exemple, c'est des sons avec de la batterie, des choses comme ça. Donc on a tendance, moi j'ai beaucoup joué sur le nid, quand on est sur des sons avec leur rythme propre, on a tendance à se caler sur le rythme du son et à s'organiser autour de ça, tandis que les sons qui n'ont pas de rythme propre, on crée sa propre rythmique. Et je suis sûre qu'au niveau cérébral, on se retrouve avec des choses qui sont antipodes. Merci d'avoir éclairé cette fête de la science avec cette conférence ici à Bayonne au festival Aïssé-Béguy. Merci aussi de nous partager les doutes d'une recherche en cours. C'est toujours très émouvant de voir comment un chercheur cherche